L'autre jour, je traînais sur Twitter et toute ma TL parlait de Neymar et de sa dépression. Je regardais vite fait ce qu'il disait quand je suis tombée sur ce tweet. À l'arrivée, j'ai pas l'impression qu'ils sont en dépression sur certaines soirées bien arrosées. Là, il est heureux sur la piste de danse. En fait, la question c'est pas de savoir si oui ou non il était vraiment en dépression. La vraie question que je me suis posée à ce moment-là, ça a été « Mais pourquoi personne ne comprend rien à la dépression ?» En fait, c'est comme s'il y avait un espèce de truc abstrait autour de cette maladie qui fait qu'on n'arrive pas à la comprendre. Pourtant, il m'a fallu d'une recherche Google pour voir des stats qui annoncent un suicide par heure provoqué par la dépression et une tentative toutes les 3 minutes. Du coup, je me suis dit que j'allais me renseigner et que j'allais essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans ta tête quand t'es en dépression et surtout, pourquoi on n'y comprend rien. Donc avant de commencer les recherches pour cette vidéo, je me suis dit déjà comment moi je vois et comment je comprends la dépression. Et ça m'a amené au fait qu'en surface, ouais, je peux comprendre que la personne ne soit pas bien, mais j'arrive pas du tout à me rendre compte de ce qu'elle vit vraiment. Donc j'ai essayé de voir si le commun des mortels arrivait mieux à définir cette maladie que moi. Le Larousse définit la dépression comme étant un état pathologique marqué par une tristesse avec une douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Si on cherche un peu plus loin, on trouve aussi que la dépression est considérée par l'OMS comme un trouble mental qui provoque tout un tas de conséquences négatives comme l'humeur dépressive, donc en fait voir tout en noir, la perte d'intérêt ou la perte de plaisir, à quoi ça sert, de toute façon je suis une merde ou ça va être nul parce que je suis une merde, etc. Le sentiment d'inutilité et de culpabilité, donc en fait sans moi la vie serait meilleure, la dévalorisation et le ralentissement psychomoteur encore une fois, donc le cerveau est moins performant, ça augmente la dévalorisation, le sentiment d'inutilité, la perte de l'intérêt, ça empire l'humeur, ça empire les troubles, enfin bref, ça vient empirer le tout. Quand ces symptômes durent plus de 2 semaines, on appelle ça l'épisode dépressif majeur, et quand ces symptômes durent plus de 2 ans, on appelle ça l'épisode dépressif persistant. Ce qui m'a fait un peu flipper, c'est que la dépression peut être causée par tout un tas de facteurs différents, qu'on expérimente tous un jour ou l'autre en fait. Donc en gros, personne n'est vraiment à l'abri. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que la dépression était aussi multifactorielle. Par exemple, ça peut pas être que l'hérédité qui fait que vous tombez en dépression, il y a forcément d'autres facteurs à côté. Et j'ai trouvé qu'il y avait 2 principaux types de risques, donc il y a les risques endogènes, donc l'hérédité, le tempérament ou les croyances acquises par exemple, et les facteurs exogènes, donc un déménagement, le stress chronique au travail, une grossesse, une rupture, etc. Donc déjà on comprend que la dépression c'est un peu comme si tu ouvrais un robinet à problème, soit c'est une petite fuite donc t'as de la chance, soit c'est un dégât des eaux et c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a un mot qui m'a particulièrement intriguée dans ces définitions, c'est ralentissement psychomoteur. Parce que ça veut quand même dire que ton cerveau s'auto-bousille. Donc pour comprendre ce mécanisme-là, je me suis intéressée aux neurosciences et au mécanisme de la dépression. Au début, j'étais grave perdue parce que je trouvais des infos différentes en fonction des sites et des études que je regardais. Donc j'ai essayé de faire un mix de ce que j'ai vu sur internet pour vulgariser un peu le truc. Déjà, ce que je trouve important, c'est qu'en dépression, il y a 3 zones de ton cerveau qui sont impactées. Déjà, t'as le cortex préfrontal, donc qui régule les émotions, l'attention et l'humeur par exemple. Après, t'as l'amygdale, donc c'est un détecteur de danger, il a un rôle dans l'anxiété et dans l'agressivité. Et l'hippocampe, qui a un rôle avec la mémoire. Donc ça, c'est un cerveau normal, et regardez l'effet de la dépression. Donc on voit le cortex préfrontal qui s'atrophie, donc entre gros guillemets, il rétrécit. L'amygdale par contre, elle est plus active, et l'hippocampe qui rétrécit aussi. Donc en gros, on régule beaucoup moins bien nos émotions, l'humeur c'est roue libre, on arrive moins bien à se concentrer et on retient moins bien les choses. Par contre, on détecte beaucoup plus facilement les dangers, et l'anxiété et l'agressivité ne sont plus régulés correctement. Ce qui te pourrit quand même sérieusement la vie. Mais le truc le plus fou que j'ai trouvé, c'est une étude qui explique qu'en fait, tout partirait du stress. En gros, imagine, t'as un démon et un petit ange dans ton cerveau. Le démon, c'est le destructeur et le petit ange, c'est le réparateur. Plus tu stresses, plus tu nourris le petit démon qui va prendre toute la place et il va plus laisser l'ange faire son taf de réparateur. Donc tu te retrouves avec un cerveau endommagé qui n'arrive plus à se réparer. La bonne nouvelle quand même, c'est que si tu t'en sors, ton cerveau se guérit. Mais apparemment, ça prend quand même beaucoup de temps. Ça peut flipper en fait parce qu'il suffit que tu stresses pendant un peu trop longtemps pour que ton cerveau déraille et que tu rentres dans ce cercle vicieux de la dépression. Enfin, ça renforce vachement le truc de personne n'est à l'abri. Mais du coup, ça répond toujours pas à ma question, pourquoi on n'y comprend rien? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant. Ma première hypothèse, c'est qu'extérieurement, ça s'apparente à de la tristesse.
Et on a tous été tristes un jour ou l'autre, donc on se dit c'est bon, arrête. Mais je sais pas, ça suffit pas, il y a forcément d'autres raisons qui font que la dépression c'est si flou dans nos têtes. Et étant donné que toutes les personnes de mon entourage à qui j'ai demandé m'ont répondu texto, t'es perché, je sais pas, je me suis dit que j'allais poser cette question à des professionnels. Je pense que ça vient du fait que de l'extérieur, les solutions pour sortir de la dépression apparaissent souvent comme évidentes, mais quand on est en dépression, on les voit pas ou on n'y croit pas. Je pense que la méconnaissance des mécanismes biochimiques de la dépression font qu'on confond encore trop souvent la dépression avec de la fatigue ou de la tristesse, et que certains y voient une faiblesse de caractère. On ne comprend pas que c'est une maladie paralysante, on pense que c'est un manque de volonté. En fait, on n'arrive pas en tant qu'être humain à conceptualiser la dépression parce que les émotions et l'extérieur de la maladie, ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle communément une mauvaise passe. Donc en fait, nous, on pense que ça va passer. C'est pas grave, c'est juste un moment de bas qu'on expérimente tous un jour. Et en fait, on peut pas se mettre à la place aussi de quelqu'un quand on sait pas du tout ce que la personne vit à l'intérieur. Chaque dépression étant différente, ça rend la tâche encore plus compliquée. Donc je pense que c'est un mélange de tous ces facteurs, et en règle générale, les troubles mentaux sont assez peu compris quand même. Donc si je résume, ça serait l'effet de l'invisibilité de la maladie, plus le fait qu'on voit le monde selon nos propres perceptions. Quand on s'imagine la vie de quelqu'un, c'est jamais vraiment objectif, donc imaginer la douleur intérieure de quelqu'un, c'est encore moins objectif. En plus de ça, on se rend pas compte que la personne en dépression, en fait, elle est pas en capacité de se bouger. On peut pas se mettre à sa place à ce moment-là parce que nous, notre cerveau, il fonctionne très bien, mais pas lui. Et j'ai lu un truc hier qui peut expliquer pourquoi on comprend si mal cette maladie et par extension les maladies mentales. C'est Jung qui en parle dans son livre sur l'inconscient. En fait, maintenant que la psychanalyse et la science sont là, on essaie de tout rationaliser, de tout expliquer. Pour ce qui est des maladies physiques, c'est une très bonne chose de fonctionner comme ça parce que les diagnostics et les traitements permettent de sauver des vies. Mais pour ce qui est du psyché, c'est bien, mais incomplet de vouloir expliquer un phénomène multifactoriel et très complexe par des approches réductionnistes, aussi brillantes soient-elles. Et il prend l'exemple de Freud et Adler, qui ont tous les deux approches très intéressantes mais opposées, et qui aident chacun un type de personne précis, en général ceux qui se rapprochent de leur fonctionnement à eux. Donc je pense que ça explique beaucoup de choses, et notamment pourquoi on a du mal à comprendre cette maladie, parce que contrairement à d'autres, c'est pas précis, c'est pas toujours explicable, c'est pas scientifique ou rationnel, et on est dans une société de « je crois que ce que je vois ». Et enfin, nous on voit que la réalité racontée par la personne en dépression n'est pas la vraie réalité. Donc on se dit il abuse, sans pour autant comprendre que lui il la voit comme ça. Ce qui est chaud quand même, c'est qu'une maladie si grave soit si difficile à comprendre pour l'entourage. Enfin je me demande comment on pourrait faire pour mieux la comprendre quand on est confronté à quelqu'un comme ça, pour mieux l'aider et pour mieux comprendre notre propre fonctionnement en fait. Parce que ça lui arrive à lui aujourd'hui, mais demain ça peut nous arriver à nous. Pour finir cette vidéo, il me semblait important de donner quelques conseils que j'ai pu entendre ou lire pour venir en aide aux personnes en dépression. Pourvu qu'elle brille, tant qu'elle peut, la lumière dans tes yeux. Le premier conseil que j'ai entendu, et il est vrai pour tous les troubles mentaux, c'est écouter la personne sans trop l'écouter non plus. Elle a besoin de parler, de se confier, etc. Donc être à l'écoute ne peut que l'aider. Par contre, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il ne faut pas leur confirmer leur vision du monde. Écouter et comprendre cette souffrance est important, mais il ne faut pas l'écouter au point d'adhérer à sa vision du monde. Après, ça demande aussi du discernement, parce qu'il faut connaître ses propres limites. Quand est-ce que je l'écoute trop, quand est-ce que je l'écoute pas assez, et savoir quelle est la vision du monde la plus juste, la réalité vers laquelle il est sain de la mener. Et on a tous des domaines dans notre vie, des idées, qui sont distordus par rapport à la réalité. Donc c'est aussi un travail à faire sur soi, pour mieux l'aider. Après, ce que j'ai compris aussi, c'est que vouloir trop bouger la personne, ou je sais pas, la secouer en fait, c'est pas bon non plus. Il faut comprendre que le dépressif, des coups de pied au cul, il s'en fout déjà un bon paquet et qu'il s'auto-flagelle lui-même d'être dans cet état. Sauf que comme il a juste pas un problème de fainéantisme, une maladie qui bloque ses capacités d'action, tous les coups de pied au cul qu'il veut se donner, c'est juste des coups de pied qui se fout dans la gueule et qu'il enfonce dans sa propre tombe. Le but c'est pas de le transformer en bisounours ni de changer sa personnalité. Être profond ou être plus dark, ça a ses avantages jusqu'à un certain seuil. Et je trouve que dans cette société du paraître, on l'oublie trop souvent. Le but c'est juste de réduire la distorsion qu'il a de la réalité, pour lui permettre d'être vraiment lui-même. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est la dépression et ce que ces personnes vivent au quotidien. Je trouve qu'on a trop tendance à imposer la douleur physique comme la seule légitime, alors que la douleur morale peut l'être tout autant. Comme si ce qui était légitime, c'est ce que tout le monde pouvait voir, comme si l'extérieur était plus important que l'intérieur.